Le thème du jour, on parle des bistrots. Ah, les bistrots, tiens, les auditeurs de Radio Courtoisie ont dû se dire, si on parle des bistrots, on va avoir Gérard Le Tailleur. Eh ben non, vous n'aurez pas Gérard Le Tailleur. Vous aurez Michel Soyer et vous aurez son invité. Et n'hésite pas, Michel d'ailleurs, à m'arrêter si je me trompe. C'est avec l'invité qui est Pierrick Bourgeot. Bourgault. J'espère d'ailleurs. Ah, bah je l'ai mal prononcé. Bourgault, ça commence bien, franchement. Ça commence mal. Hein. En tout cas, ce n'est pas Gab. Je m'en doutais un petit peu. Donc, tu vas le présenter. Mais en tout cas, voilà, c'est un auteur d'une 50aine d'ouvrages, en particulier sur les bistrots et les cafés. Et ça, évidemment, moi, ça m'intéresse. Ça va être juste ma courte introduction. Son ouvrage dont vous allez parler, La Mère la Pipe au café du coin. Ça m'inspire juste une très légère digression et après, enfin, pas une digression justement sur ces sujets. Alors là, il s'agit d'une bande dessinée. Vous allez pouvoir développer tout ça évidemment pour le plaisir des auditeurs de Radio Courtoisie. Juste quelques mots. Je trouve que ces cafés, la bistrot, ça a été longtemps on considérait comme particulièrement méprisant. Et c'était un peu en disant, voilà, mais c'est du bistrot du commerce. C'est du niveau du bistrot du commerce. Hein. Quand on faisait de l'analyse politique, la grande analyse politique, universitaire, française, de Sciences Po, de la Sorbonne, c'était autre chose que la discussion du bistrot du commerce. Eh ben, le bistrot du commerce, aujourd'hui, alors, est-ce que c'est la crise sanitaire avec l'empêchement qui a été fait de cette vie sociale essentielle du bistrot qui fait que ça revient à la mode, mais je le pense un petit peu. Alors, je parlais de Gérard Le Tailleur, évidemment, c'est le spécialiste, toute catégorie confondue des bistrots. Il fut même, à la République de Montmartre, conseiller au bistrot du président de la République de Montmartre. Il en est maintenant le vice-président, d'un titre peut-être un petit peu plus sérieux, mais enfin moins drôle. Il faut savoir qu'il y a des vice-présidents comme aux États-Unis à la République de Montmartre, contrairement à la France, où il n'y en a pas. Et il serait peut-être bon des fois qu'il y en ait quand on voit le niveau du président en cours. Mais enfin, on est sur une émission d'un Florilège des Arts, pas pour faire de la politique. Néanmoins, cette idée de café, de bistrot, on le retrouve aussi avec mon ami Christian Combaz, Campagnol TV, c'est-à-dire un bar, la ruralité. C'est souvent le dernier l'élément de vie dans un quartier, alors dans certains quartiers, dans les villes, mais aussi dans la ruralité. On vit encore dans ce café. Il est essentiel. Et le jour où le café ferme, mais c'est la catastrophe, c'est la fin de tout lien social en général dans ces petits villages où tout est parti, où le service public a déserté, où vous n'avez plus d'artisans, ou en tout cas il ne trouve plus de successeurs. Cette France qui est en train de mourir. Eh bien, ce qui lui donne encore vie aujourd'hui, ce sont ces cafés. Donc le café, là c'est au café du coin. Donc là on n'est pas sur de la ruralité. Un café du coin, on imagine dans un quartier d'une grande ville, par exemple Paris, mais pas seulement. Mais en tout cas, je pense que c'est d'intérêt public, de salubrité publique, ces cafés, les faire vivre, en parler, le dessiner, faire des bandes dessinées. Je pense que ça va être une magnifique émission. Parce que c'est le lien qu'on continue à tisser. Et j'ai lu évidemment le 4e de couverture de cet ouvrage, La Mère la Pipe au café du coin. Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi est-ce que la bistrotière ne fumerait pas la pipe, comme Christian Combaz, qui doit bien la fumer aussi, dans son bar Campagnol. Et donc, voilà, je voulais juste faire, mon cher Michel, cette petite introduction. Toi qui es metteur en fête, les grandes fêtes, on fait la fête, on fait la teuf, oui, mais enfin peut-être, mais le lien social au quotidien, c'est dans ce genre d'endroits qui ont été aussi des endroits, peut-être était-ce d'ailleurs, c'est ce que dit souvent Le Tailleur, une des raisons qui fait qu'on a voulu les fermer comme commerce non essentiel, ces cafés, parce qu'évidemment, combien de révolutions ont débuté, on sait que le peuple parisien était particulièrement révolutionnaire, il n'était pas avachi comme aujourd'hui, au 19e siècle. Combien de révolutions, combien de révoltes ont débuté dans des brasseries, dans des bistrots, justement, et ont changé totalement le visage politique et le régime d'un pays. C'est dire l'importance, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on essaie de faire disparaître par tous les moyens les bistrots parisiens, les bistrots en France. On rappelle l'étymologie de bistrot, vite, évidemment. Et oui, ça concerne la Russie. Mon Dieu, va-t-on avoir à nouveau les Russes à Paris ? Eh ben, écoutez, si c'est pour qu'ils nous réinventent le bistrot, j'aurais presque envie de dire, pourquoi pas ?
Voilà, mon cher Michel, les propos très politiquement incorrects que je souhaitais développer très rapidement avant de te laisser diriger cette émission. Eh bien, c'est un grand bonheur et je crois qu'après cette belle tirade, tu mérites un grand verre pour te désaltérer. Maintenant, je te laisse choisir la boisson. Alors, nous, dans le studio, en fait, comme on dit, on entre dans un studio, le rouge est mis. Ça veut dire qu'on a une lumière rouge et qu'on enregistre. Là, on est en direct. Donc, le rouge, alors on pense tout de suite au petit verre de rouge et on est vraiment dans notre sujet. Alors, Radio Courtoisie, je voudrais quand même rappeler que la courtoisie, c'est quoi? Ce sont les règles de la cour, c'est-à-dire savoir manager la politesse, s'occuper des gens, etc., le protocole. Et je vois que dans votre livre, mon cher Pierrick Bourgault, eh bien, la mère Lapipe, c'est un peu une reine. Hein, c'est une reine, c'est la reine de son lieu. Et dans le passé, c'est vrai qu'il faut rappeler le carré des feuillants, il faut rappeler la Révolution française qui s'est quand même effectivement ourdie dans tous les bistrots qui étaient à la mode, qui se sont lancés à cette époque-là, il faut quand même le dire, parce que avant on vivait dans les châteaux, dans les résidences, dans les maisons, et puis tout d'un coup on a inventé le restaurant. Hein. D'ailleurs, quand on dit passer à table et mettre la table, eh bien en fait c'est vrai qu'on la mettait dans les châteaux parce qu'elle n'y était pas. Il n'y avait pas de salle à manger, donc on la montait, on la démontait, mais il y avait du personnel. Et puis après, au moment de la Révolution, donc tout autour des Champs-Élysées par exemple, ou au Palais Royal, qui était le haut lieu de la Révolution française, eh bien c'est dans ces cafés qui étaient une nouvelle chose qui nous venait, je pense, des Anglo-Saxons. Eh bien, c'est là que les gens ont commencé à se réunir, à s'échanger de table en table et avoir de bonnes et de moins bonnes idées. Donc voilà, ça c'est important. Alors, avant, il y avait donc ces salons littéraires et donc c'est les aristocrates qui recevaient dans leur maison, dans leurs hôtels particuliers, du Faubourg Saint-Germain ou de la Plaine Monceau, etc. Bon, voilà, on recevait et on donnait la parole aux artistes, on donnait la parole aux gens qui avaient des idées, on échangeait. Il fallait être invité, c'était sur invitation, c'était très sélectif. Et donc, Balzac, n'est-ce pas, a bien décrit la vie parisienne avec ce qu'on connaît encore aujourd'hui, les gens qui cherchent à exister et à rencontrer du monde, à avoir une vie sociale et voir plus si affinité. Alors, effectivement, les bistrots joue maintenant ce rôle parce qu'un bistrot on pousse la porte, c'est ouvert à tout le monde, sauf en cas de soirée privée. Alors moi je suis parisien et je sais qu'il y en a certains que j'aime particulièrement et qui fonctionnent. Alors je ne vais pas citer de nom, pas de publicité, mais certains endroits à Paris, bistrots, sont blindés toute la journée, beaucoup avec des jeunes. Alors c'est vrai qu'ils pratiquent souvent des tarifs sympathiques, ce qu'on appelle maintenant des after-work, ça se dit pas parce qu'on parle pas anglais ici, mais voilà, et donc ça permet aux jeunes, alors quand on passe sur TripAdvisor et on a des bonnes notes, on s'aperçoit que beaucoup d'internationaux connaissent mieux Paris que nous et vont dans ces endroits parce que ils vont rencontrer leurs coreligionnaires, parler leur langue et donc connaître la vie parisienne qu'on nous envie, et c'est un petit peu tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a une origine rurale au départ, parce que dans la ruralité, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement d'autres lieux de rencontre. Bon, l'église, c'est plus trop ça. Les lieux municipaux non plus, c'est plus de l'éducation. Quand on veut un peu se lâcher, on veut un peu se décontracter et rencontrer du monde, c'est vrai que c'est l'endroit où on se retrouve. Et chaque ville, dans les territoires, avant on disait les régions, a un ou deux endroits qui sont du monde. Hein, voilà. Alors n'importe quelle ville dans la France, on vous dit faut aller là, et on le sait que c'est là où ça se passe, c'est là où les gens vont, c'est là où il faut aller. Sinon on se retrouve dans des endroits. Alors certains vivent évidemment beaucoup mieux que d'autres, et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire comment ça fonctionne ce bistrot. Alors c'est vrai que on parlait de fumée. Il y a un bistrot à Paris qui s'appelle Le Chien qui fume. Qui est bien connu, boulevard du Montparnasse, je crois que c'est ça, ou des Invalides. Voilà. Parce qu'il faut rappeler avant que les gens ne savaient pas lire, ils savaient peut-être boire, et donc on mettait des affiches, des logos, on va dire, qui étaient des images, et donc l'image repérait, donc c'était finalement la tabatière, la carotte du marchand de tabac, c'était le chausseur, le ressembleur, etc. Et donc un chien qui fume, ça permettait de retrouver finalement quel était le commerce. Alors, Pierrick, moi je suis très impressionné parce que vous êtes un récidiviste du bouquin, parce que avoir écrit et éditer une 50aine de livres, ça mérite l'Académie française. Bon, où ça mérite aussi peut-être d'autres académies. Moi, quand j'étais plus jeune, on allait chez Castel, et chez Castel, il y avait le marathon des leveurs de coude.
auquel j'ai participé comme pas mal de mes amis de l'époque. Et donc Jean Castel, qui était quand même un grand bistrotier devant l'Éternel, hein, il fallait aller au foyer. Et là, on rencontrait de tout Paris. Quand j'étais gamin, j'avais 20 ans. Eh bien, j'ai pu passer des soirées avec des gens, vraiment des chanteurs, des Gainsbourg, des Gérard Lenormand. Je me souviens très bien des gens comme ça qui étaient à côté de moi et on pouvait se parler très simplement. Et il avait inventé donc 40 bistrots à Saint-Germain-des-Prés, qui était encore un quartier vraiment central à Paris, et donc les équipes se formaient avec des thématiques, on était costumés, un peu genre étudiants des Beaux-Arts, et on se faisait les 40 bistrots, donc on levait le coude, on arrêtait la circulation, et c'est vrai que à la fin des 40 bistrots, bon, on était un petit peu éméchés, mais ça se terminait par un grand dîner très convivial dans la rue Princesse, donc avec des grandes nappes, des grands machins, etc. Et de tout Paris venait, il y avait beaucoup de photographes, etc. Et là, ça a donné vraiment l'envie aux gens de connaître ces bistrots, d'avoir de la convivialité. Et il y avait quand même des gens, il n'y avait pas que des éméchés, il y avait vraiment des gens qui étaient éméchés de l'intellect, c'est-à-dire qui voilà, échangeaient des idées dans tous les sens. Ça nous permettait vraiment de faire de belles rencontres. Alors, 50 bouquins, c'est quand même beaucoup. Et comment est-ce qu'on devient Pierrick Bourgault, alors, quand on vient de la Bretagne profonde? Eh bien d'abord, bonjour, et puis merci de ce magnifique éloge qu'on vient d'entendre sur les bistrots, parce que ce sont des lieux précieux de convivialité, ça a été dit, et sont des lieux où les gens se rencontrent. On vit une période de grande solitude. Chacun devant son écran, chacun avec son fil d'infos, chacun avec ses interactions, avec un groupe plus ou moins virtuel. Et on manque de réel, on manque de concret, on manque tout simplement de relations humaines. Alors je suis effectivement né en Mayenne et je m'aperçois quand je traverse la région, les territoires, qu'il y a de moins en moins de cafés ouverts. Alors je m'y arrête parce que c'est quand même une magnifique façon de comprendre un endroit, d'écouter les gens, de voir comment, voilà, de prendre la température. C'est formidable. C'est un bistrot, c'est une porte que l'on peut pousser sans même toquer à la porte, sans y être invité. Vous voyez passer du temps, écouter, parler. C'est un petit théâtre populaire et c'est vraiment des lieux précieux. Alors donc merci d'en avoir fait l'éloge. Et alors on a eu récemment à l'Assemblée nationale un débat, je crois que c'était le 11 mars, concernant la possibilité pour les petites communes rurales d'avoir une licence 4, alors que le principe de la licence 4, c'est que on peut pas en créer, on les achète, puis ça diminue petit à petit. Donc il y a à peu près 36 000 bistrots licence 4 en France, 36 000 communes, mais évidemment chaque commune n'en a pas une. Un grand nombre sont fermés, sont des bistrots qui ont fermé il y a quelques années, qui n'existent plus. Et donc cette possibilité d'ouvrir les cafés dans des lieux qui n'en ont pas a été votée. Ça, c'est extraordinaire. Alors ce qui est extraordinaire aussi, c'est que un président d'association anti-alcoolique, ancien buveur, s'est positionné. On pourrait supposer qu'il allait dire, bah non, il faut arrêter d'en ouvrir, il faut, pour lutter contre l'alcoolisme, mais bien pas du tout. Ce responsable de ligue anti-alcoolique a exprimé une opinion favorable pour justement lutter contre la solitude à la campagne en particulier, puis en ville. Donc c'est parce que la solitude, ça c'est l'UNESCO qui le dit, la solitude tue autant que l'alcool, tue autant que la cigarette, enfin voilà, la solitude est une cause de mortalité très importante. Alors, il y a une chanson qui disait « La solitude, ça n'existe pas, il y a le club méditerranéen ». C'était il y a quelques années. Oui, il y a quelques temps. Gilbert Bécaud, je crois. Oui. Mais, et puis, par rapport à l'alcoolisme, une autre question qui revient souvent, eh bien, en fait, la plupart, je crois que c'est 90%, de l'alcool est consommé à domicile. Donc l'aspect convivial, et puis de toute façon dans un café le patron, la patronne tiennent vraiment à ce que leurs clients se tiennent, voilà, ne boivent pas trop. Il y a un contrôle qui n'existe pas quand on est tout seul devant son écran ou devant sa bouteille. Alors il y a une mythologie, quand on est gamin, on lit Lucky Luke par exemple, et Lucky Luke il passe son temps dans les bars du Far West ou dans les saloons où effectivement il y a de la bagarre. Bon, c'est une bande dessinée aussi, on va parler de bande dessinée tout à l'heure. Donc quand on parle, si vous voulez, on a parlé tout à l'heure de Gérard Le Tailleur, bon, la bonne franquette, etc. Montmartre, eh bien Montmartre, Toulouse-Lautrec, c'était sa vie, hein, puisque c'est là où il rencontrait ses modèles.
modèles, ils peignaient, ils vivaient, tous ces gens-là vivaient dans les bistrots, dans les chansons de Charles Aznavour, d'ailleurs, qui a vécu en face de la Bonne Franquette, à l'époque, effectivement, de la bohème, eh bien, il y a trouvé son inspiration, et c'est vrai que tous ces gens qui étaient miséreux, mais qui attendaient avec leur génie, le coup du sort, c'était leur deuxième maison. Hein. Tout à fait, parce que c'était une maison chauffée aussi, et ça, on y pense pas forcément quand on habite dans une chambre sous les toits, l'artiste, un peu le mythe de l'artiste. Eh bien, c'est intéressant c'est agréable d'être dans un endroit où on retrouve les copains, qui est chauffé, où on peut avoir une assiette, un peu à boire. Donc et c'est là que aussi les artistes se retrouvaient, trouvaient des modèles, trouvaient des clients, trouvaient leurs agents, et les artistes en peinture. Alors j'ai écrit des guides, le guide Paris Bar Concert qui raconte, qui décrit les lieux de concert à Paris et en proche banlieue, des lieux de concert qui sont ces petits lieux très précieux où des artistes débutants, mais pas seulement, peuvent s'exprimer. Parce que vous êtes musicien, vous écrivez des chansons, c'est valable aussi pour la chanson francophone, vous écrivez des chansons et il faudrait un public, il faudrait une salle. Évidemment, le Zénith, c'est un peu trop grand. Beaucoup chantent devant leur téléphone, ça peut faire des buzz, mais ça a existé, ça a fonctionné. Zao de Sagazan a commencé comme ça. Mais beaucoup d'artistes ont commencé aussi dans des cafés, ce qui à la fois vous crée une familiarité. Vous apprenez la scène, vous apprenez, il y a des chansons qui marchent, d'autres pas. Vous apprenez à vous comporter face à un public. Le public découvre un auteur. Vous prenez leur mail, vous prenez leurs coordonnées, les gens vous suivent sur les réseaux sociaux, reviennent avec leurs amis dans votre prochain concert, dans un bistrot. Il y a un grand nombre d'artistes comme ça qui tournent dans des bistrots parisiens. On trouve, par exemple, sur lilo.fr, on peut y accéder très facilement. Et ce sont des voix, ce sont des univers musicaux très singuliers, très personnels. Et j'ai découvert, en faisant mon guide, en allant dans beaucoup d'endroits, des artistes qui maintenant font des grandes scènes, et puis des petites aussi, parce que tout est intéressant. Quand vous êtes avec un public d'une 30aine de personnes, il y a des échanges qui sont faciles après, même si les artistes ont davantage envie de passer à l'Olympia. Une petite salle, c'est passionnant. Il y a des vraies rencontres. Alors c'est essentiel, oui, parce que quand on est artiste, en fait, devant son TikTok ou dans son studio, il n'y a pas grand monde en face. Quand on est dans un lieu, eh bien, il y a le public, et donc on apprend l'humilité du public, c'est-à-dire voir si ça fonctionne. C'est la différence entre le cinéma et le théâtre, c'est-à-dire le théâtre, c'est sans filet, et c'est différent chaque soir, puisqu'ici on a Jean-Luc Génère qui est une personne importante de notre radio, et donc c'est essentiel quand on est un artiste de sentir la clientèle et de voir comment ça marche. Alors on a parlé de ces chansons à boire, mais on n'est pas obligé de boire, on peut boire aussi de l'eau ferrugineuse, comme disait Bourvil. Il y a de plus en plus de boissons sans alcool qui existent, et puis c'est aussi une question de quantité. Enfin, oui, alors donc, c'est effectivement ce que vous disiez, Michel, sur le comportement qu'on apprend dans un bar. Eh bien, il y a des gens qui viennent pour discuter entre amis, et c'est totalement légitime, qui n'ont pas forcément envie d'écouter votre chanson. Ils s'écartent, ils vont dans un coin, ils restent au comptoir, ils vont dans un angle particulier. Il y a des bars qui reçoivent des pièces de théâtre aussi, vous voyez. Les gens qui ont plus envie de dîner tranquillement entre amis vont dans la salle à côté, vont à l'autre bout. C'est tout à fait possible. Oui. Et puis ceux qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites s'approchent de vous, et on est dans de vraies conditions de spectacle. Alors c'est un endroit où on peut être debout. Un bar, un bistrot, on n'est pas obligé d'être assis, donc de consommer, parce que là, il y a le côté un peu économique. On aime bien que les gens s'asseyent et consomment. Bon, mais on peut être debout. D'ailleurs, ne pas forcément consommer, mais vous consommez un petit noir, etc. Moi, j'aime bien les bars avec vraiment le zinc. J'aime bien que également on puisse mettre son pied sur une tringle en bas, une barre, parce que pour moi, le bar, c'est une barre BA2RE. C'est bien l'étymologie du mot bar. Voilà, et on met le coude sur le zinc, et en face, on a le petit noir
ou autre chose. Le verre de Calva, c'était un petit peu avant. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté où on se mélange assez facilement. Hein. Alors, on a eu dans toutes les villes donc des grands endroits très connus. Hier soir, par exemple, on a eu un grand cocktail de l'artiste Cheyenne Coy, donc qui a redémarré un petit peu le Chat Noir, hein, qui est un endroit, ils ont repris le nom. Le Chat Noir, ça a été sur les grands boulevards un endroit mythique qui a été refait, bon, avec Aristide Bruant, etc. Bon, c'est vraiment de notre histoire. Hein, il faudrait parler aussi de Montparnasse, où toute l'équipe de Montparnasse, c'est ces 4 grands bistrots là qui font le coin avec la statue de Balzac, voilà, les brasseries qui sont devenues maintenant des restaurants, mais c'était quand même là où tout se passait, puisqu'on a même les photos de tous ces artistes au nom extrêmement brillants qui habitaient dans le coin. Bon, ils ont déménagé de Montmartre à une autre butte, parce que c'est d'une montagne à l'autre. Hein, voilà, Montmartre ça monte, et je peux vous dire Montparnasse aussi, quand on pédale, ça monte. Mais vous avez raison, Michel, de souligner l'importance du comptoir, et dans l'association des bistrots et cafés de France à laquelle je participe, avec Gérard Le Tailleur, qui est l'un de nos fers de lance, historien, magnifique conteur, magnifique raconteur d'histoire, qui écrit des livres entiers sur un bistrot en particulier. Donc, pour nous, le bistrot, c'est un endroit avec un comptoir où les gens peuvent être debout. Il y a une sociabilité de comptoir, et le classement au patrimoine immatériel français au titre de l'art de vivre qu'on vient d'obtenir en septembre, c'est lié au comptoir, à la présence du comptoir, et puis à l'ouverture aussi toute la journée. Sinon, s'il n'y a pas de comptoir, si c'est uniquement des gens qui s'assoient à une table aux heures des repas, c'est un restaurant. Vous voyez, c'est plus la définition du restaurant. Mais les interactions particulière d'un café, la sociabilité est particulière dans un café, et Gérard Le Tailleur vous le confirmera, c'est vraiment lié au comptoir en zinc, en formica. Alors ce qui est très drôle, c'est on appelle le zinc, c'est très rarement en zinc, c'est plutôt de l'étain. Oui. Ou du formica, ou de l'acier, ou du cuivre, ou du bois, ou de l'inox, ou différentes matières. Mais c'est vraiment emblématique, le comptoir, avec la barre en bas, comme vous le disiez, puisque le mot le bar, ça dépend le bar, c'est un mot anglais qui vient du français la barre. Vous voyez, c'est assez amusant, cet aller-retour entre les cultures. Oui, ça a toujours été entre les Français et les Anglais, beaucoup de mots français en anglais et réciproquement également. Hein. Alors, est-ce que aujourd'hui on est encore dans ces indépendants, enfin ces bistrots indépendants, parce que maintenant il y a des chaînes, oui, des chaînes qui sont très importantes, on ne connaît pas toujours d'ailleurs la structure économique, mais vous avez des établissements qui possèdent 10, 20, 30, 40 établissements en région et dans Paris. Est-ce que ça a changé d'un point de vue économique, c'est-à-dire par exemple la politique des prix, par exemple la sélection des produits, le cocktail du jour, le vin maison. Moi je demande toujours le Bordeaux maison. Voilà. Est-ce que ça existe toujours? Alors bon, maintenant c'est remis en cause parce que finalement, avec ce qu'on appelle la gentrification, on a envie de monter les prix, donc de faire plus de qualité et donc plus de marge, puisque évidemment le bistrotier gagne moins sa vie avec un petit noir, quoique c'est quand même coûteux maintenant, qu'avec un repas qui va facturer beaucoup plus. Bon, oui, tout à fait, vous avez raison. Les chaînes sont toutes semblables, enfin les établissements d'une chaîne, on en connaît un certain nombre, sont tous semblables. Ça peut avoir un côté rassurant pour quelqu'un qui vient du bout du monde et puis qui retrouve exactement les mêmes produits, les mêmes marques. C'est cher. Si vous allez dans un établissement d'une chaîne, eh bien, le café, vous ne l'aurez pas à 1,50 € ou à 1,30 €. Tout à l'heure, avant d'entrer dans votre studio, j'ai pris un café au bistrot du coin, 1,50 €. Mais on trouve à 1,30 € facilement à Paris. Même, il y a des bistrots qui font encore au comptoir à 1 €. Ça peut exister. Mais ça coûte beaucoup plus cher de une chaîne. Vous avez un gobelet en carton et puis vous allez boire votre café dehors, dans le cadre de la vente à emporter. Moi, ce que je trouve, c'est que ce sont des lieux qui sont un peu catastrophiques au niveau écologique, parce que il y a une production de gobelets qui viennent de Chine. Après, ça devient immédiatement des déchets qui vont dans les poubelles. Ça augmente le volume de poubelles. Alors que le café, et c'est amusant parce que quand on leur parle d'écologie, les patrons de bistrot haussent les épaules. C'est pas du tout un argument qui les touche, mais c'est quand même des lieux hyper vertueux, les cafés, les bistrots. Ils servent des boissons qui sont dans des fûts, par exemple la bière, qui repartent à l'usine. Ils les servent dans des verres en verre. Il y a quand même une qualité. Quand vous buvez dans du carton, quand vous buvez dans du verre, il n'y a pas le même plaisir. Qui sont lavés. Et c'est
facile de laver, c'est un peu d'eau chaude, tandis que ce qu'on appelle recycler, ça veut dire casser, ça veut dire fondre le verre ou bon le carton ou le plastique, c'est quand même une pollution incroyable. Et puis on va manger sur place, c'est sympa, on a le contact avec les voisins, on prend un peu la température de la journée, du monde, on écoute d'autres histoires. Ce sont des petits mondes, des cafés, des petits mondes tous uniques, ce que ne sont pas les chaînes, plutôt que de se faire livrer. Je vois des sans-papiers qui prennent des risques à vélo ou à moto pour livrer un petit déjeuner. C'est un contenant en papier avec un café au lait dedans ou un thé et 2-3 bricoles. C'est incroyable quand même comment le niveau de pollution, le carburant nécessaire, l'énergie informatique, parce que c'est une prise de commande que vous faites. Si c'est Deliveroo, c'est Londres. Si c'est Uber Eats, c'est plutôt les États-Unis. Enfin, mais c'est incroyable quand même. Plutôt que de s'asseoir ou rester debout au comptoir et puis commander son café qui est fait devant vous et vous l'avez immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Parce que justement, maintenant, il y a une grande compétition. Je vois les jeunes, par exemple, qui font beaucoup quand il fait beau maintenant, des pique-niques. Bon, les bords de la Seine, c'était maintenant pris d'assaut. Moi qui suis en vélo, je suis obligé de descendre de mon vélo sur les quais de Seine. Je ne peux même pas rouler en vélo tellement il y a de monde. Tellement ça devient dangereux. Donc les gens s'asseyent. C'est vrai qu'on est presque au bord de la mer là, quand on est sur les quais de Seine, avec une vue extraordinaire, coucher de soleil. Et finalement, les gens font le bistrot dehors. On a l'impression qu'ils s'achètent une bouteille au supermarché du coin. Et donc les copains, les copines, on se met là. Bon, alors il y a donc ce besoin de se retrouver autour d'un verre, parce que bon, ça occupe et puis ça permet de partager. Ça délie un petit peu les langues et les esprits. Mais alors, est-ce que justement ça va pas un petit peu contre le lieu du bistrot? Je dirais, je pourrais citer aussi dans d'autres pays les centres commerciaux qui sont souvent devenus des centres-villes. Bon, alors les pays arabes bien sûr, les pays récemment, enfin très très modernisés, où en fait on va se balader dans un mall, dans un centre commercial, parce que ce sont des endroits où il n'y a pas de centre-ville. Bon, Paris, nous avons plusieurs centres-villes dans Paris, comme dans toutes les grandes villes, donc on peut se perdre. Bon, hier j'ai traversé Paris en vélo parce que j'étais au centre-ville. Eh bien, c'était incroyable. Les terrasses étaient blindées dès qu'il y a un rayon de soleil. Hein, les gens ont envie de se retrouver. Donc ça fait chaud au cœur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est cette tendance que maintenant on s'invente son propre bistrot entre copains ou sur le bord du trottoir? Alors les terrasses, les terrasses effectivement ont beaucoup de succès parce que ce sont des petits. C'est un troisième lieu encore parce qu'il y a le comptoir, la salle et la terrasse. C'est trois espaces différents, des espaces pour voir, pour être vus, alors que notamment les jeunes, mais pas seulement, aillent pique-niquer au bord du canal Saint-Martin ou dans les parcs. C'est magnifique, c'est une convivialité. Bon marché, vous voyez, il en faut pour tous les budgets. Vous savez, vous rapportez votre bouteille, vous avez acheté 5 € au caviste du coin, et ben voilà, vous partagez un moment avec des amis, avec des rencontres. C'est assez souple, hein, le principe du pique-nique. C'est pas des invitations très très formelles. Tout à l'heure, vous parliez des invitations au XVIIIe siècle, des salons de poésie, de musique. Alors, ce que le café a changé complètement, c'est que effectivement, quand vous souhaitez être invité par la marquise ou par le baron dans leur salon littéraire, eh bien, vous allez composer un poème, un compliment, vous allez être le plus agréable possible, vous avez envie qu'on vous réinvite, bien évidemment, parce que la soupe est bonne et puis parce que c'est un endroit agréable où on fait des rencontres sympathiques. Mais le fait que vous puissiez aller au café, c'est-à-dire vous sortez de votre escarcelle quelques deniers pour payer votre consommation. Le premier café qui existe, le café le plus ancien du monde, qui soit encore en activité, c'est le Procope, 1686. C'est un restaurant maintenant, salon de thé, mais c'est quand même c'est un monument historique. On l'a à Paris, le Procope. C'est une curiosité. Et cet endroit, eh bien, il est devenu un restaurant, mais c'est un endroit aussi, au tout début, un endroit d'expression politique, parce que c'est tout à fait le contraire. Pour vous payez votre bol, vous êtes autorisé à venir, vous payez votre consommation, et là, pour briller, pour être
pour être remarqué, vous allez être plus incisif possible, le plus contestataire possible. C'est exactement le contraire du salon de poésie de la Marquise. Et là, eh bien, c'est aussi là que sont nées, ou qu'ont été exprimées des opinions révolutionnaires, contestataires, critiques. Et c'était juste en face de ces rues de l'Ancienne Comédie, c'était en face du théâtre français, là, qui a déménagé maintenant. Et donc, il y avait aussi des comédiennes, il y avait aussi des fermiers généraux, il y avait un tas de gens qui aimaient s'encanailler. Donc, c'est l'un des départs, effectivement, avec le Palais Royal, comme vous le disiez tout à l'heure, qui était vraiment le lieu de tous les cafés. Le café de Chartres, devenu le Grand Véfour, avec sa décoration. C'est vraiment 2 lieux importants à Paris. Oui, exactement. Alors, même on parlait des Russes là tout à l'heure. Eh bien, en face de la cathédrale rue d'Aru, il y a maintenant c'est un restaurant à la ville de Saint-Pétersbourg, et les gens me disaient si les murs avaient des souvenirs, pouvaient parler, tous les anciens, Russes qui ont quitté au moment de la Révolution se retrouvaient dans ce lieu pour rêver de revenir. Vous voyez, donc c'était vraiment un lieu effectivement de partage, et on peut parler à son voisin. Ça peut être sympathique ou finir dans une dispute d'ivrogne. Alors les gens en général se tiennent bien, et puis voilà, on n'est pas d'accord politiquement, allez, qu'est-ce que je t'offre un verre, voilà, c'est un petit peu ça. Mais l'étymologie russe est amusante, parce que le mot bistrot, effectivement, en russe, ça veut dire vite. Et il y a une légende urbaine assez amusante qui raconte que les Cosaques, en 1814, 31 mars 1814, il y a même une plaque qui a été apposée à Montmartre, que les Cosaques, pressés de boire un coup, auraient tapé du poing sur le comptoir en disant bistrot, ce qui veut dire servez-nous un verre vite fait. Alors l'histoire, elle est plus complexe que ça. À savoir que le mot bistrot, en fait, apparaît à la fin du 19e siècle, dans les souvenirs de l'abbé Moreau, de la petite et de la grande Roquette. Et c'est dans un texte qui est la frangine va manger chez le bistrot. Puis, astérisque, marchand de vin. Le bistrot, c'était le monsieur qui vendait du vin, et la bistrotte, c'était la femme qui vendait du vin. Et Balzac, Victor Hugo, Maupassant, tous ces auteurs-là n'ont pas utilisé le mot bistrot, qu'on trouve uniquement fin 19e. Ils ont utilisé le mot cabaret, estaminet, taverne, auberge, tabagie, les endroits où on fumait. Et en fait, c'est une légende sympathique. Mais bon, c'est vous dire à quel point le mot bistrot a inspiré l'imagination. Très bien, j'aurai 2 minutes parce qu'on a un petit bobino à passer de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, alors effectivement, ça fait partie de la vie politique, la vie parisienne. Ce sont des endroits conviviaux. Mais alors, dans tout ça, on revient à la mère à la pipe, parce que c'est bien que dans un bistrot ou dans un lieu, il y a un patron, il y a un chef, il y a quelqu'un qui dirige, et on vient le voir. Je parlais tout à l'heure de Jean Castel, qui était une sommité en son temps. On a connu Régine aussi, qui était très différente, mais qui était quand même la patronne. Hein. Et c'est vrai que dans un restaurant gastronomique, Monsieur Paul Bocuse, on a besoin d'avoir un chef dans tous les sens du mot. Et donc, est-ce qu'un bistrot doit avoir un patron ? Alors c'est la grande différence avec les chaînes, où c'est un personnel interchangeable des étudiants, les chaînes ont aussi des structures de communication puissantes, de gestion du personnel puissante. Donc ils ont un poids comme ça, bien que leur consommation soit très chère. Mais alors oui, effectivement, on va chez quelqu'un, que ce soit dans un petit bistrot breton, chez une petite dame qui tient toute seule son café, on va chez quelqu'un, et c'est important d'avoir de retrouver. Il faut rendre hommage et c'est aussi le but de mes bouquins, c'est de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui tiennent les cafés. Ça demande un temps considérable de présence, et puis en dehors de la présence physique au comptoir, vous pouvez essuyer les verres derrière le comptoir, mais c'est quand même tout un travail de gestion, de prise de commande, et il y a aussi de l'approvisionnement. Mais c'est Amélie Le Poulain, ça, vous me racontez la vie de... oui. la vie. Exactement. Et puis, j'essuie les verres derrière le comptoir d'Edith Piaf. Et il y a maintenant tout un travail administratif énorme, une lourdeur administrative. Je suis pas contre les normes. Les normes sont importantes, des normes sanitaires, des normes, c'est important. Si je me casse une jambe, je serais heureux de pouvoir
pouvoir aller dans les cafés qui sont accessibles aux personnes qui ont une chaise roulante. Voilà, c'est important. En revanche, il y a des tas de paperasse et des tas d'espaces personnels qu'il faut ouvrir sur Internet et l'administration, c'est énorme et ça leur pèse beaucoup. Alors ça pèse encore sur parce que le bistrot, il est là pour être présent, il est là pour vous regarder, pour vous écouter et à qui vous pouvez parler et pour vous raconter un petit peu les nouvelles du jour. Donc la présence physique, directe, visuelle, c'est ce qui fait le bistrot. On va chez quelqu'un, comme vous le disiez, que ce soit une personne assez tonitruante, assez une comédienne ou un comédien ou quelqu'un qui écoute comme la mère Lapipe. Alors c'est pour ça que j'ai fait cette bande dessinée. On va en parler tout de suite parce que je rebondis tout de suite. Avant on disait je vais chez Castel, il y a Monsieur Castel, je vais chez Régine. Aujourd'hui tout ça c'est terminé puisque chez Castel ça s'appelle maintenant Castel. Enfin je parle pas que de ces établissements-là, mais de même que dans le monde du luxe, par exemple Christian Dior est devenu Dior, Yves Saint Laurent est devenu Saint Laurent. Vous voyez, on enlève les prénoms. On simplifie, mais c'est vrai que quelque part, c'est le meurtre du père. On enlève la personnalité qui était derrière tout ça, que tout le monde connaissait, qui était la grande référence, et ça devient une marque. Alors peut-être plus facile à se souvenir pour des internationaux qui maîtrisent moins notre langue, quoique Christian Dior c'était Christian Dior. Donc effectivement on a perdu ce sens du contact. Alors je voudrais qu'on parle de la mère Lapipe. Alors c'était qui cette mère Lapipe qui est nom d'une pipe? C'était une rebelle qui avait travaillé à la mairie du Mans et puis qui préférait vendre des légumes sur les marchés, et puis après elle a ouvert un bistrot qu'elle a tenu pendant une 30aine d'années. Alors c'est une femme étonnante, un peu abrupte, qui tutoyait tout le monde et qui était surtout très drôle. C'était un lieu de rencontres, de croisements. Vous avez, il y avait les gens qui font le ménage dans le lycée à côté. Il y avait des gens de toutes les générations. Il y avait la police municipale qui venait parfois boire des coups en civil, et qui c'était pas les clients les moins fréquents. Vous avez les clochards du coin. Il y avait le Père Noël aussi qui était un vagabond à grande barbe blanche qui s'habillait en Père Noël. Il y avait le fakir du Mans. Et puis là-dessus, vous avez le porte-parole du gouvernement de François Hollande qui arrive, et Stéphane Le Foll qui est au comptoir, discute avec tout le monde. Et c'était un lieu de grande mixité de toutes les générations. Il y avait des malades de l'hôpital, il y avait des médecins de l'hôpital qui venaient aussi. Un lieu où fallait pas trop parler de ces maladies. Il y avait des sujets interdits, il y avait une grande liberté de ton, mais des sujets interdits. Par exemple, le niveau social des gens, ce que les gens font, ça te regarde pas, ou c'était la drôlerie en fait, on s'est beaucoup amusé et c'était un espace un petit théâtre en fait, un petit théâtre très simple, un comptoir, des tables, des chaises, un tout petit endroit très modeste, contrairement on n'était pas chez Christian Dior, on est dans un endroit beaucoup plus modeste que ça, et ça montre aussi tout ce qu'une personne avec sa personnalité, avec ses relations, ses amis, ses connaissances, les gens qui viennent, qui reviennent, les petits secrets aussi qu'elle ne disait à personne, son écoute. C'est quelqu'un qui avait une attention extrême, qui avait une attention qui se rappelait vraiment des personnes, qui disait, toi t'es venu la semaine dernière avec telle autre personne, elle se rappelait. Et ce qui était d'autant plus admirable qu'elle était vers la fin de ses jours presque aveugle. Et donc c'est uniquement à Louis qu'elle se repérait, elle se rappelait de tout, les consommations, quand on demandait ce qu'on devait, elle savait immédiatement. C'est pour ça que l'un de ses mots favoris, c'était « ta gueule, je cause », parce que les trop grands bavards, ça la saoulait, elle n'aimait pas ça. Mmh, d'accord. Mais alors, est-ce que ça existe plus dans une petite commune que dans une grande ville? Parce qu'une grande ville, est-ce qu'on a forcément les mêmes habitudes parce que le choix est plus grand, et qu'on va traverser la ville pour faire ses rendez-vous, ces machins, ces trucs, et alors que dans une petite ville, petite bourgade, il y a qu'un seul lieu, il y a qu'une seule mère Lapipe. Ça peut exister partout. Et c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Parce que c'est compliqué. Maintenant, ce sont des entreprises, avec toutes les contraintes des entreprises. Là, c'était un peu une apache, quoi. Elle faisait ce qu'elle voulait. D'autant plus que les maires du Mans étaient des clients assidus, des gens de tout bord politique, c'était vraiment un lieu où on pouvait se parler. Et c'est vraiment extraordinaire cette
voilà, cette présence, ces liens qui se sont créés. Il y avait tous les syndicats étaient représentés. C'était très très étonnant. Oui, alors Apache, c'est quand même un nom de Montparnasse, les Apaches, des Tout à années. fait. C'était plutôt les voyous, quoi. Les voyous, C'est ça, c'était des en voyous. costume cravate, mais des voyous quand même. Oui, enfin la tenue ne fait pas le personnage. Hein. Costume cravate, casquette. Casquette. Toute une époque. Ah, le voyou, il avait sa casquette, le voyou des années 1900. Ouais. Alors, est-ce que la jeunesse suit dans ce genre d'endroit ou est-ce que la jeunesse, on a du mal à lui faire oublier les écrans? Alors la jeunesse, la mère Lapipe, j'ai écrit un premier livre sur elle aux ateliers Henri Dougier, la mère Lapipe dans son bistrot. C'est la collection Une vie, une voix. C'est le fait une personne témoigne d'une époque, d'une transformation. Et là, c'était les années 80, la transformation de lieux avec énormément de petits commerces à un grand supermarché et puis des commerces qui ferment, qui deviennent des maisons d'habitation fermées, closes, avec des volets en plastique, et un petit peu la solitude qui s'installe aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Donc en faisant ce livre, moi j'ai contacté France Bleu local, et puis il y avait des pigistes de TF1 qui étaient là, donc il y a eu une émission sur la mère Lapipe et sur mon bouquin qui est passé avec Jean-Pierre Pernaut, France Inter, LCI, M6, Combini, elle a fait 15 millions de vues sur Combini. Combini qui est venu 2 fois. Et alors, Combini, c'est une télévision sur Internet beaucoup appréciée par un public jeune. Et alors, les jeunes de Marseille sont pas venus au Mans aller prendre une bière. C'est pas ça, il s'est pas passé ça. On n'a pas eu heureusement un déferlement. Mais beaucoup de jeunes du Mans qui habitaient à côté, qui voyaient cette espèce de bistrot à moitié fermé, se sont dit, on va y aller. Ils ont poussé la porte et elle adorait ces petits jeunes qui se faisaient livrer des pizzas, qui se faisaient livrer, qui venaient manger sur place, qui fêtaient la galette des rois, qui occupaient, qui sortaient les guitares, c'est ce qu'on montre dans le film réalisé par M6, qui chantaient, et elle adorait ces petits jeunes. C'était vraiment, et la fin de sa vie, puisqu'elle est décédée à 80 ans, pratiquement dans son bistrot, eh bien, elle était lors de la dernière fête qu'on a faite le jour de sa sépulture. Le bistrot était rempli de jeunes qui jouaient de la musique de toutes les générations. Les employés des pompes funèbres étaient là et étaient complètement étonné de cet open bar, puisqu'on a bu tout ce qui restait on a vidé les fûts, c'était les gars des pompes funèbres au comptoir se disaient on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu une sépulture comme ça. Incroyable. Ça me fait penser un peu à Michou, qu'on a bien connu, qui était aussi un bistrot, avec le cabaret, mais aussi un aspect très convivial et un aspect très social, puisqu'il était extrêmement généreux avec son quartier, la rue des Martyrs. Oui. Il a été d'ailleurs très regretté. Et il passait sa vie rue des Abbesses, dans un autre bistrot qui est très connu. La Mascotte. Voilà, exactement. Oui. Et tout le monde. Enfin, c'est le centre du monde aux Abbesses. Et ça, c'est important parce que il y a un besoin de bistrot. J'écris pour des journaux en particulier. J'ai fait un article récemment sur une totale découverte. Ce sont les scènes de stand-up. À savoir que c'est plus facile que la musique. Il n'y a pas de SACEM, il n'y a pas de balance des... Voilà, il suffit d'un micro, un ampli et hop, on y va. Et le stand-up, ce sont c'est des humoristes. Et alors, il y a une centaine de scènes de stand-up, la plupart dans les bistrots. Et c'est très amusant. À Paris, c'est rive droite. Rive gauche, il y en a 1 ou 2. Rive droite, une centaine. Et certains bistrots, comme le Paname Art Café, font une 50aine de spectacles par semaine. C'est l'usine, c'est vraiment extraordinaire. Il y a un succès dingue. Beaucoup de gens passent en espérant qu'un directeur de casting sera dans la salle pour... Voilà, c'est plus le cours Florence, c'est le bistrot, le stand-up. Et c'est une expression parce qu'il y a un besoin de sens, il y a un besoin de mots. Beaucoup de gens chantent en anglais parce qu'ils se disent c'est comme ça qu'on va réussir à être reconnu dans le monde entier. Mais il y a un besoin de s'exprimer avec des mots, que ce soit à la radio ou que ce soit dans les scènes de stand-up. Et cette centaine de scènes, ça m'a halluciné de découvrir ça en faisant mon article. Je ne pensais pas que c'était autant répandu. Et il y en a aussi en région. Et chez Michou, voilà, c'est devenu maintenant un cabaret club, un cabaret de paroles, de sketch. Gad Elmaleh, oui.
qui a appris ça. Mais c'est formidable que ce soit pas un endroit disparu comme il y en a malheureusement beaucoup. Et il y a quand même une mémoire des pierres, on va dire, mémoire des lieux, mémoire des murs. Et je trouve ça formidable que quelqu'un ait pu relever économiquement le projet, parce que en même temps, je veux dire que la rue des Martyrs est devenue depuis quelques années une rue extrêmement animée. Alors ça grimpe un peu, mais il y a beaucoup de commerces, beaucoup de bistrots, beaucoup de restaurants, etc. C'est un endroit formidable. Vous vous rappelez du bar tabac de la rue des Martyrs, la fameuse chanson? Oui, absolument, absolument. Il y a beaucoup de chansons à boire. Alors, je voudrais qu'on parle aussi, parce que c'est une bande dessinée, donc il y a des bulles. Alors, c'est comme dans le champagne. Mais alors, la BD, c'est un nouvel art. Pourquoi c'est plus simple à lire? Ça fait rêver. Pourquoi le choix de la BD? C'est une rencontre de bistrot. Gab, d'accord, très bien. Gab fait partie de l'association des bistrots et cafés de France, c'est lui qui a fait le logo aussi. Mais je l'ai rencontré dans un bistrot où il a reçu un poireau. Un poireau, c'est le mérite agricole. Vous voyez, quand vous recevez le poireau, voilà, c'est un vrai poireau avec. Je connaissais la patate, vous savez, qui était le cercle agricole en face de l'Assemblée nationale, cet grand immeuble là qui est fermé, on ne sait pas ce que ça devient. Le poireau. Donc pour ses dessins, pendant 30 ans, je crois, à la France agricole, il a reçu le mérite agricole. Et puis on a sympathisé. Il aime les bistrots. C'est vraiment quelqu'un qui les connaît, qui dessine beaucoup sur les bistrots. Et puis j'ai proposé, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dirait que j'ai commencé à lui parler de la mer la pipe. Ça l'a amusé. Et puis on s'est rencontrés trois matinées dans différents cafés, notamment au Mesturet, notamment à la Mascotte dont on parlait tout à l'heure. Et puis Gab, je lui racontais des histoires de chez la mer la pipe, des choses que j'ai vues, qui me disait non là c'est pas drôle, puis je peux pas mettre ça en image, bon c'est pas, t'as pas autre chose. Donc je lui racontais une autre histoire visuelle. Et là il commençait à griffonner. Et puis il disait ça, oui ça c'est intéressant, t'as pas autre chose. Et j'avais toute une liste de gags, toute une liste de choses. Tout est vrai dans cette. C'est vraiment une chronique journalistique dessinée. Et puis on a réussi donc à sortir 50 planches et dans ce livre qui fait 120 pages. À gauche, je raconte tous mes étonnements, toute cette drôlerie, cet humour, parce que c'était quelqu'un de très drôle, c'était un vrai théâtre et on s'est beaucoup amusé. Et j'espère que les lecteurs s'amuseront aussi en lisant La mer la pipe au Café du Coin. Très bien. Alors, la semaine dernière, on a eu un lancement d'une bande dessinée sur Georges Pompidou au Sénat, qui était organisée par les sénateurs du Cantal. Et je vois un parallèle incroyable avec ce que vous avez fait là, parce que le Cantal reste quand même aussi une terre totalement agricole, totalement décentrée, dont sont issus dans cette région pas mal de nos hommes politiques. Et de nos patrons de bistrot et patronnes de bistrot. Les fameux Corréziens. Eh ben oui, les Cantalous, les charbonniers qui vendaient du charbon et du vin, qui étaient des migrants ne parlant pas français, ils parlaient occitan, très courageux au 19e siècle, qui montaient le bois et le charbon et l'eau, quand il n'y avait pas d'eau, et puis il y a eu l'eau et le charbon, et l'eau et le gaz à tous les étages, et donc ils se sont reconvertis dans la limonade, c'est-à-dire la boisson. Alors est-ce qu'on peut écouter la petite chanson qui va nous faire rêver? Encore une autre, merci. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin de première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier m'a de lasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent en rang comme des harengs voir en face la belle du bistrot, la femme. Alors, il faut quand même dire que Georges Brassens a commencé chez Patachou, donc à Montmartre, et que c'est des bistrots qui ont, comme vous disiez très bien, cher Pierrick, qui ont lancé ces artistes incroyables. Et oui, Gérard Le Tailleur, d'ailleurs, a fait un bouquin sur chez Valzac, le café dont
que chante Georges Brassens. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quand même une déclaration d'amour à la femme du patron, qui est considérée comme un gros dégueulasse, et d'autant plus fort de café que le patron était champion de boxe. Donc il a osé, Brassens, c'était très courageux de sa part, c'est la légende qu'on raconte sur cette chanson. Et chez Valzac, c'est aussi Gérard Le Tailleur a fait tout un livre sur ce bistrot extraordinaire dans le 15e, qui est un restaurant où là, eh bien, on n'entre pas comme on veut, il faut frapper, la porte est fermée, et il y a toute une déco extraordinaire avec des photos de Brassens, de Belmondo, qui appréciait beaucoup le côté vin à volonté de cet endroit. C'est au niveau du marché Georges Brassens, dans le 15e arrondissement. C'est un endroit assez étonnant chez Valzac. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux qui sont liés à des artistes. Par exemple, vous connaissez peut-être dans le 16e le Tunnel. Le Tunnel, c'est Claude François. Donc c'est un bistrot, vraiment un bistroquet, mais c'est couvert d'affiches de Claude François qui habitait juste à côté. Et donc quand on connaît pas l'histoire, on est quand même surpris. Alors je voudrais qu'on parle aussi de certains bistrots, peut-être un peu chic, parce qu'il y a des bars. Alors sont-ils des bistrots? Voilà, le bar Hemingway au Ritz, le 5 rue d'Onou, comme le 100 rue d'Onou, donc le Harris Bar à Paris, un grand frère étant à Venise. Mais dans les grands hôtels maintenant, il y a effectivement, ils ont repris un peu ce côté très chic, très déco, le Plaza, etc. Est-ce que ça fonctionne pas de la même façon? Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque lieu, les bars d'hôtel, les bars les bars qui sont tenus par un passionné, la mère La Pipe était passionnée de Johnny, il y avait des affiches de Johnny au plafond, partout. Il y a pas et puis les gens lui ramenaient tout ce qu'ils trouvaient, la pub à Flelou avec Johnny Hallyday, avec tout y passait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même pour c'est effectivement un cocktail par exemple à la Closerie des Lilas, c'est 20 €, ce qui est pas 19 €, c'est pas monstrueux pour voilà, vous y passez 1 heure au comptoir, vous voyez le bal des serveurs, le ballet des serveurs, la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment, ce sont des petits mondes très étonnants qu'on ne soupçonne pas. Et alors, il y a effectivement des grandes brasseries, la Closerie des Lilas, le Globe, donc ce sont des lieux. Le Harris Bar, c'est très spécial. C'est un bar américain, un bar à cocktail où les serveurs sont en blouse blanche comme des pharmaciens. C'est quand même des univers très particuliers. Et alors vous pouvez accéder à ces univers très facilement. La mixologie, maintenant, est devenue un art en soi. Il y a des mixologues, comme préalablement, le cuisinier est devenu un chef, une star. Le disquaire est devenu un DJ, une star, et maintenant le barman est devenu un mixologue. Voilà, et maintenant, donc il y a des concours de mixologie, il y a des inventions de cocktails. Est-ce que ça fonctionne, ça fait venir du monde? Bien sûr, et puis visuellement, faire un cocktail, voilà, ils le font pas en cuisine, ils le font bien sûr devant vous, parce que c'est rigolo, parce que c'est hyper précis, et il y a un jonglage, il y a dans les concours de mixologues, il y a effectivement des épreuves de jonglage qui sont assez impressionnantes avec leur shaker. Et vous voyez, alors, il y a une tendance aussi, c'est de faire des cocktails avec des ingrédients français, voilà, et il y a une créativité énorme avec de la Suze, avec de la Marie Brizard, avec des tas d'ingrédients qui sont très riches. On a un pays qui est très riche en spécialités locales. On n'est pas obligé de boire du whisky américain. Écoutez, oui, je crois que d'ailleurs les ventes de whisky sont plus qu'elles étaient. Mais alors, ça me va chaud au cœur, ça, vous me disiez qu'on retrouve des marques anciennes, du Beau, du Bon, du Bonnet dans le métro. Tout à fait. Bon, voilà, Lillette, enfin, pas toutes les citer, mais on arrive à les mixer autrement, à changer le mode de consommation. Le petit jaune, pour pas le citer, bon, il y a le petit noir, mais le petit jaune, ce qu'on appelle dans les campagnes le Tioric, le petit Ricard. On arrive à le faire consommer à des jeunes autrement. Et en enlevant cette image un peu ringarde, un peu papy mougeot, etc. Et maintenant plus branchée. C'est le côté méditerranéen de l'anis, vous voyez, l'ouzo, le raki, le pastis. L'absinthe avait un petit peu ces saveurs-là aussi. L'absinthe qui a été interdite, qui revient avec sous une autre forme. Et ce sont des boissons. Maintenant, on fait plutôt ce qu'on appelle des long drinks. Je suis désolé, c'est des boissons qu'on
qu'on prend plus de temps. C'est pas ou des, ils appellent ça encore des shots. Voilà, il faudra se débarrasser un petit peu de ces langages. On a suffisamment de mots pour. Mais souvent, la langue anglaise, effectivement, ça donne un côté moderne, un côté un peu différent. Donc, ce sont des boissons que l'on prend, qui peuvent durer un certain temps dans le verre. C'est pas juste le petit coup. Au comptoir. Boire un petit coup, c'est agréable. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup Pierrick. Et merci puis Michel. après cette émission en direct, eh bien, je vous emmène boire un coup au bistrot du coin.